Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à une question ancestrale et que tout le monde se pose. Mieux vaut choisir une BX qui est finalement un peu plus l'entrée de gamme, ou alors mieux vaut dépenser un peu plus d'argent et passer sur une XM qui est forcément le modèle un peu plus haut de gamme. Il y a plein de critères différents pour savoir laquelle est la meilleure et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va voir juste après le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Car Vertical, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. En fait, juste avec le numéro de série de la voiture ou la plaque française, vous obtenez un rapport complet avec le kilométrage, si la voiture a été accidentée, si la voiture a été volée en France ou à l'étranger, si la voiture a subi des modifications, parce que vous avez la liste des options d'origine. En gros, il y a plein d'informations super intéressantes sur votre voiture. Tout ça juste à partir de la plaque ou du numéro de châssis. N'hésitez pas à utiliser le code Laurent pour avoir une réduction ou alors à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Évidemment, le critère principal quand on veut choisir une voiture, c'est le tarif. C'est extrêmement important de savoir combien les voitures coûtent. Alors, cette petite BX ici a été achetée pour 1 800 €, ce qui est un tarif plutôt correct pour une BX de cet âge-là. En face, on a la XM qui vous coûtera neuve 193 000 € dans cette configuration. Évidemment, là on parle avec les options, sans les options c'est un petit peu moins cher, donc on est environ sur un rapport de 100. Est-ce que du coup la XM est 100 fois meilleure que la BX? Et bien justement, c'est là où ça devient intéressant. Commençons par parler de la puissance. Est-ce que cette voiture est 100 fois plus puissante que le XM? La BX fait 94 chevaux et 134 Nm de couple. En face, nous avons la XM qui fait 653 chevaux et 1000 Nm de couple. Malgré le côté impressionnant de ces chiffres, nous ne sommes pas sur un véhicule 100 fois plus puissant que la BX. Je suis obligé d'accorder le point à la BX. Dans le nom de cette XM, on a le X et on a le M. Le X, c'est pour le côté off-road, le côté 4x4. Donc forcément, on va avoir une garde au sol assez incroyable sur ce XM, ce qui va probablement battre à plat de couture la BX. Forcément, j'ai un mètre et on va vérifier ça immédiatement. Et nous sommes à 23,5 sur la XM. Et la BX, forcément, voiture plus basse, hein, c'est une berline. Nous ne sommes que à... nous sommes pratiquement à... Nous sommes à 29 cm. Ah, la BX est plus haute. On va retourner différemment du coup. Le M de XM, c'est pour la sportivité. Du coup, forcément, cette voiture va être bien plus basse que la BX. Nous sommes sur 24,5 cm. Contrairement à la BX, évidemment, qui elle est une berline tout à fait classique, qui n'a aucun tempérament sportif, qui va donc être à une hauteur bien supérieure à la sportive XM. Ah, j'ai même pas envie de regarder combien ça fait. Bon ok, la BX est à la fois plus haute et plus basse que le XM. Bon ok, nous sommes maintenant à l'intérieur de notre XM. Et il faut être parfois un petit peu objectif et avouer que cette voiture est particulièrement bien équipée par rapport à la BX. On a toutes les aides à la conduite, on a le régulateur adaptatif, on a le maintien de ligne, on a Apple CarPlay, on a les sièges chauffants, massants, ventilés. Donc effectivement, au niveau des équipements, je dois donner le point à notre XM. Cependant, en termes d'équipement, il y a 2-3 choses que la XM a, mais que ce véhicule n'a pas, même en option. Typiquement, un toit ouvrant par exemple. Sur BX, on peut avoir un toit ouvrant. Sur XM, malheureusement, on ne peut pas. Bon, heureusement, ce véhicule est équipé d'un V8 4 litres 4, mais on a également une hybridation, ce qui nous permet de réduire énormément la consommation d'essence. Cela dit, la consommation électrique, on peut la faire exploser d'une manière assez simple et finalement assez drôle. Regardez ça. Regardez, là, on est à une consommation électrique de 0,9 kWh par heure. Si j'active tous les équipements de la voiture, la clim à fond, bon alors ça va faire un peu de bruit. Vous remarquerez qu'on peut activer les sièges ventilés et les sièges chauffants en même temps. Donc là, on a activé la totalité de ce qui est activable.
Et du coup, ça fait exploser notre consommation électrique. Alors, c'est complètement con, mais moi, ça me fait beaucoup rire de me dire que ça change autant rien qu'en activant 2-3 options. Et j'ai même pas activé mes sièges maçons encore. Voilà, maintenant les sièges maçons sont activés. On va voir si on peut encore faire exploser plus notre consommation électrique. Est-ce qu'on arrivera à atteindre les 8 kWh/h alors qu'on est à l'arrêt? Eh non, on n'y arrive pas. On n'est pas loin pourtant. Hein. On est vraiment pas loin. On va éteindre tout ça parce que le but, c'est pas de vider la batterie. Cela dit, vous vous demandez peut-être, et à juste titre, combien ce véhicule consomme dans une utilisation à peu près normale. Donc là, on a les valeurs départ d'usine. Et si je démarre, il va nous afficher la conso moyenne depuis la création de cette voiture, depuis la construction pardon, de cette voiture. Et nous sommes à 14,2 litres au 100 de moyenne, ce qui est supérieur à la consommation moyenne de ma 911-996, qui est absolument pas hybride, et qui est également bien supérieure à la consommation de la BX, puisqu'elle est environ dans les 7 litres au 100. Donc, pour le point de la consommation et du respect de l'environnement, j'accorde le point à la BX. Oh, une Mini, elle est trop chou! Elle est trop mignonne. T'as le cul noir. Oui, il vient de jeter un truc par la fenêtre. Voilà. Bon, premiers instants dans la BX. Voyons voir si ça se comporte mieux que la XM. Sur la XM, ça fait environ une semaine que je la roule. Donc maintenant, je la connais un peu. La BX, par contre, c'est mes premiers tours de roue avec. On a l'impression d'être dans les années 80. Bon, j'adore tes aiguilles qui font bleu. C'est incroyable. Bon, par contre, que ce soit en passager ou en conducteur, c'est ahurissant à quel point elle est douce. Elle récupère vraiment toutes les imperfections de la route, etc. Quand on passait sur les dodanes tout à l'heure, je veux dire, ok, cette vidéo, elle n'est pas ultra objective, c'est quand même une grosse blague de faire gagner la BX à chaque fois, mais là, pour le coup, en termes de confort routier, on est objectivement au-dessus du XM. C'est ahurissant à quel point elle gomme toutes les petites imperfections. On passait sur des dodanes, etc. On sentait rien, quoi. C'est vraiment fou. Bon, après, en termes de tenue de route, etc., la voiture est pas incroyable, mais comme elle est beaucoup plus légère, elle fait quand même, tenez-vous bien, 1,8 tonne de moins que la XM. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un Avantime en moins en poids par rapport XM, donc ça commence un peu à faire beaucoup, quoi. Et du coup, on se retrouve avec un comportement qui est vraiment pas dégueu. On sent vraiment le petit châssis PSA qui va bien, etc. C'est assez agréable en fait à rouler, je trouve. Et effectivement, le frein qui freine. Cette voiture n'est pas équipée d'ABS, donc à tout moment je bloque les roues. Pas équipée d'ABS, donc à tout moment je bloque les roues. Fâcheux. Ce serait dommage. Fâcheux. Ce serait dommage. On va faire demi-tour. Le frein, c'est vraiment on-off, quoi. Ouais. Dès que tu passes le point dur, ouais, c'est ça. Il y a vraiment un moment dans la pédale où juste, ok, ça freine. Ouais. Au début, t'as rien, puis après, t'as littéralement tout qui vient. Et ça, c'est un truc de ta voiture ou c'est toutes les BX qui sont toutes les voitures hybrides comme ça, Citroën les ont. Quand tu regardes le champignon des DS, c'était pareil. La XM, pareil. Mais pas la même, du coup. Par contre, l'angle de braquage est incroyable. Parce que le XM, c'est un pachyderme. Hein, on a un angle de braquage de 12 mètres, je crois, sur le XM. Alors que celle-ci, elle le fait en 5, hein, si on avait regardé. C'est ahurissant, la différence, quoi. Et là, on est à environ 90 km/h. On les sent pas vraiment. On a forcément une impression de vitesse qui est bien plus grande qu'avec le XM, parce que le XM, il lisse la sensation de vitesse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on roule sur une route de merde tout le temps, mais qu'on roule très lentement. Alors que là, on a l'impression qu'on roule sur un billard, mais qu'on roule très vite dessus. C'est assez marrant. Et ok, on va croiser un Urus. C'est marrant, on voit dans le rétroviseur le spoiler qui traverse. C'est trop marrant. Si tu veux, dans le rond-point, tu peux le prendre. Peut-être à 40, là, tu peux, je pense. Ah non, un petit peu moins. Après, comme tu connais pas. Ouais, c'est ça, comme je connais pas la voiture, je veux pas abuser, quoi. Cela dit, ça passe à 40 sans problème, c'est abusé. Ah oui. Les pneus, ils ont commencé à causer. Ouais, les pneus, ils en avaient marre là. Ouais. C'est trop marrant.
Bah oui. Et je sais pas si à la caméra on entendra le bruit de l'embrayage, mais il fait un bruit trop mignon. C'est vraiment le petit. C'est trop chou. Cette voiture, elle a beaucoup de charme, quoi, je trouve. C'est ça qui est trop bien. Alors historiquement, ces deux voitures, je dois avouer que je n'en aime pas forcément l'esthétique. Que ce soit le XM quand il a été présenté, sur les premières photos, je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais fait une vidéo où je critique un petit peu le design. Je trouvais qu'il était peut-être un petit peu too much, un petit peu trop excentrique. Ça fait une semaine que je roule avec et tout le monde le regarde, tout le monde se retourne dessus. C'est un véhicule qui passe vraiment pas inaperçu, surtout dans cette configuration avec le bronze. Et il faut avouer que au bout d'un moment, ça commence un peu à grandir en moi quelque part et je commence à lui trouver un certain charme. Et un peu de la même façon que la BX en fait. La BX, ça fait une trentaine d'années qu'elle est là. Moi, je la connais depuis le départ et au final, eh ben, à la base, je la trouvais vraiment pas très jolie. Et en ayant passé une semaine avec, franchement, bah, je lui trouve également un certain charme, quoi. Donc, il faut laisser un petit peu de temps à ces voitures pour qu'elles puissent un petit peu grandir en nous. Moi, ça me rappelle complètement l'histoire de la Vantime où, au final, au départ, les gens ne l'aimaient pas trop. Et puis, petit à petit, les gens commencent à l'apprécier. J'ai l'impression que ça va être un peu la même chose avec ce XM. Alors en termes de design, je ne vais pas vous parler énormément de la BX parce que quelque part, vous l'avez déjà tous vu. Je vais parler un petit peu plus de ce XM. On va commencer notamment par ces énormes jantes chaussées en P0. Regardez-moi la taille de ces jantes. Alors là, ça se voit peut-être pas énormément à la caméra, mais en fait, elles sont légèrement dorées, légèrement bronze. Ce qui va parfaitement bien avec la couleur de la calandre et la couleur de l'insert qui fait tout le tour. Et je vous avoue que ces jantes, c'est également ce qui en fait vraiment un véhicule extrêmement impressionnant. Je ne sais pas si ça rend à la caméra, mais les jantes sont vraiment énormes. Alors, ce qui est également énorme, ça va être cette calandre qui, au final, eh ben, je pense qu'elle fait juste la bonne taille pour le véhicule. Alors, ouais, sur photo ou même sur vidéo, elle peut paraître un peu grande, mais finalement, je vous assure qu'en termes de proportion, je pense que c'est ce qu'il fallait. Alors peut-être qu'il aurait été intéressant de mieux intégrer le lidar qu'on a ici. Ça nous fait quand même un énorme pavé dans la partie basse du véhicule qui est assez violent. Et ces parties-là qui sont extrêmement carrées et du coup extrêmement rigides, ce qui me rappelle un petit peu la toute dernière BMW M2. Alors forcément, je vais vous parler des optiques. Ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce sont des optiques que j'appelle à double étage. Donc on a vraiment les DRL en partie haute et on a les véritables phares qui sont en dessous. Alors moi, ma version n'est pas équipée des phares Matrix LED. Donc quand je mets les pleins phares, elle ne vient pas couper le faisceau qui vient en face des autres véhicules. Et ça, je trouve ça un petit peu dérangeant. Alors, on a également en partie avant la petite caméra ici, alors qui n'est pas forcément intégrée, mais en fait elle est tellement petite que je trouve que ça ne gêne pas. Franchement, on la voit à peine. Autre petit détail intéressant, on se rend compte que le sigle XM est également dans la même couleur que le reste. Donc on a un petit peu cette couleur bronze qui rend vraiment bien. Si on passe un petit peu sur le côté, forcément c'est un véhicule M. Donc on se retrouve avec les rétroviseurs très spécifiques à la version M. Petit logo XM sur le côté, toujours avec cette couleur bronze qu'on le retrouve partout. Et on a vraiment cette barre qui fait vraiment tout le long ici, qui revient au-dessus et qui revient là. C'est vraiment comme une sorte de coup de crayon qui vient être placé et qui vient visuellement agrandir la partie vitrée du véhicule, alors que la partie vitrée est quand même relativement petite, relativement normale. En parlant d'effets visuels, on peut également parler de tout ce tour de roue ici et de toute la partie basse ici qui vient relever visuellement le véhicule. On l'a vu tout à l'heure en la comparant à la BX, c'est un véhicule qui n'est pas forcément très haut, mais qui visuellement, on a l'impression qu'il est haut à cause de ces parties en noir. C'est un véhicule que, lorsqu'il est pris en couleur noire, paraît beaucoup moins haut. Ce qui est intéressant à noter aussi, et ça on va en parler tout de suite, c'est la partie arrière du véhicule qui paraît assez mastoc. C'est quand même un véhicule qui est énorme, ça on l'aura compris, on l'aura remarqué. Mais regardez-moi cette partie arrière qui vient vraiment créer ce porte-à-faux là qui est énorme et qui est, on comprend bien que les designers ont essayé de le faire disparaître en entourant les feux arrière autour de l'aile. Donc on a vraiment tout ce feu arrière ici
qui s'entoure autour de l'aile pour essayer de faire disparaître ce porte-à-faux arrière. Ça marche plus ou moins bien, hein, forcément. On a également cette partie-là aussi qui vient faire disparaître ce porte-à-faux. Mais bon, au bout d'un moment, le porte-à-faux, il est là, hein, je suis désolé, on ne peut pas le faire disparaître complètement. Alors, autre petit détail qui fait extrêmement parler sur ce véhicule, ce sont ces échappements. Parce qu'on a des échappements qui sont l'un au-dessus de l'autre. Ça se fait assez rarement dans l'automobile et c'est assez marrant à voir. Alors, on se retrouve également avec une petite partie en bronze sur l'arrière. Je vais vous parler d'un petit détail. Regardez, au fond de l'échappement, on a une sorte de petit clapet. Ça, c'est un clapet qui ne s'ouvre que lorsque le moteur thermique est allumé. Puisque, comme vous le savez, c'est un véhicule hybride et qui peut rouler jusqu'à 140 km/h en full électrique. Évidemment, on peut également parler de la contenance du coffre. C'est un SUV, donc le coffre est pas mal grand. Ce qui est assez intéressant à noter aussi, c'est qu'il est livré avec un petit sac comme ceci. Petit sac siglé XM qui vient contenir les différents câbles de recharge. Ça, c'est une petite attention assez sympathique et qui trahit qu'il n'y a pas de double fond. En fait, normalement, les câbles, on les range sous le double fond. Ici, on n'en a pas du tout, ça ne s'ouvre pas. Et donc, les câbles, il fallait bien les mettre quelque part. Ils ont été mis dans un petit sac qui est livré avec la voiture. Petit truc en plus que je peux vous montrer parce que ça, c'est assez marrant. Si on ouvre ici, on peut appuyer sur ce bouton. Et ça vient sortir une petite boule d'attelage, parce que cette voiture est capable de tracter. C'est de plus en plus rare les gros véhicules capables de tracter, donc c'est toujours intéressant de le noter. Évidemment, on appuie de nouveau sur le petit bouton. Et la boule d'attelage se rentre automatiquement. C'est quand même beaucoup plus propre hein, lorsque la boule d'attelage est totalement rentrée. Alors évidemment, on ne peut pas parler de cette config exceptionnelle sans parler de l'intérieur de ce véhicule. On se retrouve avec un intérieur assez incroyable, c'est l'intérieur de présentation. Donc on a une sorte de cuir brun un petit peu vieilli ici et un cuir bleuté en dessous qui est assez impressionnant. Alors c'est vraiment le département M qui a fait cette voiture, donc on va retrouver des petits M un petit peu partout. On va retrouver les petites surpiqûres également. Quand je vois le volant, quand je vois un petit peu tout ce qu'on a ici, ça me rappelle énormément la M3 que j'avais essayé un petit peu avant. Alors je vais remettre le volant droit, histoire de pouvoir voir cet écran là derrière. Donc on a vraiment le cluster ici et tout l'écran de l'infotainment ici. Donc ça forcément c'est du tactile. Alors c'est pas le tactile le plus réactif du monde, mais en vrai ça va, ça fait le taf. On a Apple CarPlay, on a forcément Android Auto, etc. Et sinon on est sur une interface qui est très proche de ce que j'avais dans la M3. Donc je vais pas vous refaire tout le topo. On a à peu près les mêmes options, à peu près les mêmes choses. On va pas reparler de tout ça. C'est vraiment le tout dernier système BMW qui est plutôt pas mal fait, qui est assez agréable. Dans notre version de présentation, on se retrouve avec beaucoup de carbone, donc des inserts en carbone un petit peu partout, ce cuir brun encore, le petit logo M parce que c'est important, et puis voilà, beaucoup de démonstrations. On est sur quelque chose de très présent, hein, voilà, avec les sièges siglés M qui sont rétro-éclairés. On a les sièges vraiment très bleus qui donnent une personnalité assez impressionnante à cette voiture. En fait, cet intérieur, si jamais on n'avait pas cette finition bleue avec le cuir un petit peu brun vieilli, on aurait peut-être un petit peu trop l'impression d'être dans une voiture M classique. Là, forcément, on est dans un XM, on veut que ce soit démonstratif. Le but de cette voiture, c'est d'être vu, c'est d'en mettre plein les yeux. Donc forcément, il faut une config un petit peu différente, un petit peu plus sympa. Donc là, forcément, avec ce cuir brun, avec ce toit bleu, etc. Là, on est vraiment dans le démonstratif. Regardez-moi ce plafond, c'est incroyable. Là, on est vraiment dans une configuration qui est démonstrative et c'est absolument ce qu'il faut prendre. Si jamais vous le prenez en noir, avec intérieur noir, ça va être beaucoup trop triste, beaucoup trop dommage parce que bah, forcément, la voiture, elle va... En fait, on va avoir juste l'impression d'être à l'intérieur d'un X5 un peu normal. Alors que non, vous êtes dans un XM, je trouve que c'est vraiment important que ça se ressente. Certains d'entre vous vont me demander pourquoi j'ai pas plutôt comparé ce XM à une Citroën XM.
Pour être honnête, c'était mon idée à la base, j'ai tenté le coup mais ça n'a pas fonctionné, un problème d'emploi du temps un peu trop chargé. J'avais un ami sous la main avec une BX, donc j'ai profité pour tourner ça avec sa voiture. Ça nous a permis de bien rigoler sur le tournage, on a passé un super moment, et c'est peut-être ça le plus important. Cependant, je vais en profiter pour répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi BMW a eu le droit d'utiliser le nom XM, alors que Citroën a récemment fait un procès à Polestar pour une vague ressemblance de logo? Déjà parce que BMW a demandé l'autorisation avant de faire quoi que ce soit, et en fait Citroën considère qu'il n'utilise plus vraiment le nom XM depuis déjà pas mal d'années, et il ne compte pas le réutiliser de sitôt. De plus, ils savaient qu'ils allaient bientôt proposer des versions X de leur berline, C5X et C4X, et ils ne voulaient pas que BMW y trouve une ressemblance avec le nom du X5 ou du X4. Du coup, ils ont dit à BMW qu'ils pouvaient utiliser le nom XM comme bon leur semble à partir du moment où eux pouvaient utiliser le X dans leur modèle. Ils ne sont pas du tout sur le même marché, ils font des véhicules très différents, donc ça ne pose pas vraiment problème de réutiliser ce nom. Surtout que pour BMW, les lettres X et M ont un véritable sens et qu'il était logique de les associer sur ce modèle. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Mazda qui a interdit à BMW d'appeler son premier SUV sportif le MX5. Et c'est pour ça qu'il s'est appelé le X5M. Une autre solution aurait été de l'appeler le XM5, mais c'est pas la solution qui a été retenue. Et bien voilà, on en a terminé pour cette petite présentation entre le XM et la BX. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire laquelle des deux vous auriez décidé de prendre, vous auriez décidé d'acheter. Alors, il faut avoir le budget, hein. Je vous en rappelle que quand même on est pratiquement à 200 000 € pour le XM, alors qu'on est à peine sur 2 000 € pour la BX. Quel serait votre choix? Allez, bye bye!